Alors, notre invité, il est presque 22h50. On avance un peu. Bah oui, car le livre nous plante, entre guillemets. Qu'est-ce que c'est que cette entre Mais je guillemets. crois qu'ils sont à une voix près, là. Ça a l'air tendu, quand Bonsoir, même. Marine Tondelier. Merci d'être avec nous ce soir. J'avais écrit un petit paragraphe de présentation. Notre invité ce soir est contre cette réforme des retraites. Ça, c'est facile à dire. Elle estime qu'on pourrait se débarrasser des milliardaires pour la financer et pense que ces mêmes milliardaires sont des vampires. Ah, vous retirez vampire? C'est la phrase d'avant que... Ah, bon, on verra d'une certaine... Il suffirait. Notre invité vient d'être élu à la tête d'Europe Écologie Les Verts. Je recommence. Bonsoir Marine Tondelier. Merci d'être avec nous ce soir. On vient de voir, on va commencer par là, pardon. Vous serez interrogé ce soir par Julie Graziani, par Nora Amadi, par Antonin André. On vient de voir cette séquence. On va commencer par là, c'est la séquence de la soirée. Qu'est-ce que vous dites ce soir, face à Adrien Quatennens, on rappelle, condamné pour violence conjugale, qui a été suspendu de ses fonctions dans le groupe La France Insoumise, mais qui est revenu à l'Assemblée, déjà il y a quelques jours, et qui pour la première fois ce soir a donc pris la parole. Qu'est-ce que vous dites? Il se passe exactement ce dont j'avais pas envie, c'est-à-dire que j'ai envie de parler des retraites et je dois parler d'Adrien Quatennens, et c'est pour ça que c'est compliqué qu'il revienne ce soir, cette semaine, en ce moment. Voilà. Vous dites c'est trop tôt, il fallait pas. Ah non, mais moi je souhaitais qu'ils reviennent pas, donc comme ça je suis claire et cohérente. Après moi quand j'entends les députés... Qu'ils ne reviennent pas du tout, c'était ça votre position. Mais je pense qu'il peut démissionner sans remettre au suffrage et que si les électeurs décident de le réélire, il revient, mais que c'est... Il y a une tromperie au moment du vote et qu'il y a des éléments importants survenus entre-temps qu'il a reconnus, qui sont des violences conjugales, qui sont des faits graves, qui pour moi le rendre peu audible en fait sur beaucoup de sujets à l'Assemblée nationale. Et après, quand j'entends le collègue Carl Olive là, qui a l'air scandalisé, moi je rappelle que La République En Marche avait investi aux législatives quelqu'un qui avait mis 14 jours d'ITT à sa femme. Et donc j'aime beaucoup en entendre certains faire des leçons de morale quand c'est sur les bancs adverses, mais ne pas le voir quand c'est sur leur banc à eux. Donc, mais il faut se souvenir de la peine, la peine qui a été infligée à Adrien Quatennens, de la prison avec sursis. Il n'a absolument pas été question d'inéligibilité ou quoi que ce soit. Donc il faudrait aller au-delà de la peine prononcée par la justice. Non, mais il y a les peines prononcées par la justice et puis après il y a le devoir d'exemplarité des politiques. Et en l'occurrence, il se trouve qu'il y a certains bancs à l'Assemblée nationale où on a fait de la violence envers les femmes une cause majeure parce qu'elle fait trop de victimes chaque jour. Là, vous parlez à vos camarades de la France Insoumise. Je ne leur parle pas parce qu'il y en a la moitié qui sont d'accord avec moi. Mais en tout cas, vous voyez, ce soir, René Char disait que l'essentiel était sans cesse menacé par l'insignifiant et c'est ce qui se passe là. On est censé parler des droits sociaux des Français pour les prochaines années et on se retrouve à devoir parler d'Adrien Quatennens. Et en plus, on n'a même pas entendu ce qu'il disait puisqu'en fait, le sujet, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il est et qu'il soit là ce soir. Et c'est QFD. Mais pardon, mais parfois on juge aussi un petit peu vite ces affaires-là et notamment. Et là, il les a admis. Oui, bien sûr, mais c'est très différent. Ce que je veux dire, mon propos, c'est est-ce que c'est au parti ou est-ce que c'est au groupe politique de faire la loi et d'infliger des peines supplémentaires? Quand on voit l'exemple de Julien Bayou qui vient, il n'y a aucun rapport. Je vais terminer mon propos. La commission interne d'Europe Écologie Les Verts a clos le dossier, il n'y a pas de plainte, il n'y a rien du tout. Mais il a quand même été affiché en place publique par quelqu'un de vos rangs, Sandrine Rousseau. Il a été d'une certaine façon marqué par cette accusation-là, sans que la plaignante se soit jamais exprimée et sans qu'il y ait l'enquête judiciaire. Mais le parti a quand même décidé de le contraindre à ce allez, dites tout ce que vous avez compris et je vous réexpliquerai après parce que vous dites plusieurs choses. Le parti, en l'affichant en place publique comme étant accusé de telle violence, là, d'une certaine façon, mis au banc de son mandat de député. On parlait de violence psychologique à l'encontre de son ex-compagne. La première différence, c'est qu'il n'y a pas eu de plainte de main courante contre Julien Bayou. La deuxième chose, c'est que le parti n'a rien demandé du tout. Il s'est lui-même mis en retrait de ses fonctions de secrétaire national et de président de groupe à l'Assemblée. Et sur sa fonction et sa qualité d'adhérent, rien n'a bougé pendant tous ces mois. C'est lui qui a décidé de se mettre en retrait pour répondre aux accusations de son ex-compagne. Mais le parti ne l'a accusé de rien. Son ex-compagne l'a accusé et notre devoir de parti, parce que la police, la justice et la société... la télévision pour... Mais en l'occurrence, c'est moi qui représente le parti, il me semble. Et il ne me semble pas l'avoir accusé de quoi que ce soit. Moi, je suis là pour entendre les victimes et le cas échéant, prendre des sanctions si elles parlent et si des faits sont répréhensibles. Ça n'est pas le cas dans cette affaire, pour l'instant, nous dit la cellule. Mais on ne peut pas comparer tout. Et d'ailleurs, Julien Bayou, il n'a jamais été ni démis de sa qualité d'adhérent d'Europe Écologie Les Verts, ni mis en retrait du groupe à l'Assemblée où il a continué à participer aux réunions, etc. Donc on ne peut pas comparer tout et n'importe quoi. Ouais. Je vois absolument pas, pour le coup, le rapport, si ce n'est qu'il y a le mot femme quelque part de près ou de loin. Il n'y a pas eu de pression interne. Enfin, je veux dire, on ne lui a pas fait comprendre que ça serait mieux et moins embarrassant pour les autres. Il y a des débats, évidemment, sur des sujets aussi importants et qui touchent beaucoup de Françaises et de Français. Mais pour le coup, en plus, Adrien Quatennens a reconnu les faits. Donc je ne vois vraiment pas le rapport.
Il y a juste une chose, est-ce que vous considérez ce soir, pour clore le dossier Bayou, que Julien Bayou est blanchi, que plus rien ne pèse contre lui? C'est le souci quand quelqu'un porte des accusations et que la cellule n'est pas en mesure de l'entendre. C'est toute la particularité de cette affaire, ce qui fait que quand la cellule clôt l'instruction sans pouvoir y apporter de conclusion, c'est satisfaisant à la fin pour personne, ni pour son ex-compagne qui n'a pas été entendue, qui n'a pas pu l'être, ni pour Julien Bayou, ni pour le parti qui aurait bien souhaité avoir une conclusion officielle à cette affaire. Pas souhaité être entendu ou être contraint d'être entendu. C'est un peu plus compliqué que ça, pour des raisons que je peux pas... Il y a des confidentialités d'écrits entre avocats que je ne peux pas forcément dévoiler sur ce plateau, mais je ne peux ni dire que c'était de la mauvaise foi ou de la mauvaise volonté de sa part, ni de la nôtre. C'est juste que des fois, les conditions qui auraient fait qu'elle se sente bien pour parler n'étaient pas possibles dans le cadre de cette cellule. Cette cellule n'était pas adaptée à ce cas précis qui a mis en fait à rude épreuve le protocole de notre cellule VSS. Mais c'est normal. C'était notre secrétaire national accusé par son ex-compagne qui n'est pas adhérente. Enfin, pour plein de raisons, la cellule n'était pas adaptée, je regrette. Et surtout, le sujet, c'est quand même qu'on est dans un pays où la police et la justice ne prennent pas bien en cause ces sujets, en main ces sujets-là, et que du coup, les partis politiques, comme certaines entreprises, comme certaines assos, se retrouvent en première ligne avec des sujets sociétaux majeurs sur les bras à traiter, parce que nous, on ne va pas mettre la poussière sous le tapis. Et comme d'autres partis qui pensent que parce qu'ils n'ont pas de thermomètre, ils n'ont pas de fiable, nous affrontons sans hypocrisie ces sujets, et c'est pas facile, je vous l'accorde. Marine Tondelier, 757 000 manifestants dans toute la France selon la police, un peu moins de 2 millions pour la CGT. Dans les deux cas, ces chiffres sont à la baisse par rapport au 31 janvier dernier. Est-ce que ça s'essouffle? Est-ce que vous diriez ce soir clairement que ça s'essouffle? On peut compter de plein de manières les choses. Si on compte le nombre de manifestants par semaine, par exemple, on pourra dire que ça s'intensifie samedi. En réalité, on passe d'une mobilisation par semaine à 2. Et donc, il est évident que c'est différent. Et puis, il y a quand même beaucoup de Françaises et de Français pour qui poser un jour de grève, ça coûte de l'argent. Et je pense qu'ils sont nombreuses et nombreux à avoir priorisé pour la journée du samedi où ils pourront venir en famille sans forcément perdre de salaire. Et je pense que c'est le choix qui a été fait par beaucoup de Français. Après, le chiffre, on dit en baisse, mais le nombre de manifestants aujourd'hui, si on nous avait donné ce nombre-là pour le 19, on aurait trouvé que c'était une manifestation historique. Donc c'est pas parce que c'est pas aussi important que le 19. Mais vous savez comment marchent les dynamiques dans ces cas-là? C'est un drame social. Vous savez comment marchent les dynamiques dans ces cas-là? Je sais que quand on passe d'une manif par semaine à 2, c'est aussi une forme d'intensification. Je sais aussi que ce sont les vacances scolaires dans une partie de la France. Et donc je vois aussi plein de raisons à cela, mais ne vous inquiétez pas pour notre détermination. Est-ce que le fait que le gouvernement ne bouge pas peut amener aussi un certain nombre de manifestants à se dire ça sert à rien? Ah non, ça je pense pas. En général, ça a l'effet inverse. Vous êtes sûr de ça? J'en suis certaine. Quand vous avez à peu près 70% des Français qui disent de toute façon la réforme passera. Oui, mais il y a à la fois une intensification du mouvement social quand on regarde quand même depuis le 19, et par ailleurs, il y a une intensification du soutien des Françaises et des Français à ce mouvement social. C'est-à-dire que même celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de manifester, ou alors il n'y a pas de manifestation près de chez eux, c'est quand même des journées où il n'y a pas beaucoup de trains et tout ça, c'est pas facile pour tout le monde, ils sont quand même contents que des personnes manifestent pour porter leur voix. Donc je ne suis pas du tout inquiète là-dessus pour le coup. Mais vous ne sentez pas une forme de résignation quand même? Je pense pas, parce que moi, la résignation, je la sens depuis des années, en réalité. Je l'ai senti quand il y a eu les 5 € d'appel en moins, je l'ai senti la réforme de l'assurance chômage, je l'ai senti à de multiples reprises. Et là, l'impression que j'ai, c'est que quand on manifeste, il y avait quand même beaucoup de monde à l'échelle des 10 dernières années dans la rue aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on manifeste pas juste pour les retraites, on manifeste pour toute leur œuvre. Et finalement, c'est après toute une série d'humiliations du quotidien, semaine après semaine, une partie de la France qui commence à relever la tête. Et ça va pas s'arrêter comme ça, retraite ou pas retraite. C'est pas juste des retraites là qu'on débat en ce moment. C'est d'une forme de mépris social, c'est d'une manière de gouverner sans écouter la rue. Et je pense vraiment que ce qui se joue là n'est pas juste un sujet de retraite, même si les retraites étaient le détonateur de ce. Et est-ce qu'il y a un risque de pourrissement? Vous entendez quoi par pourrissement? Le fait que précisément, on essaie deux mondes parallèles d'une certaine manière. Les manifestants qui manifestent d'un côté, le gouvernement qui dit manifeste toujours. De toute façon, nous on avance à l'Assemblée, au Sénat, etc. On ira jusqu'au bout. Et que ça ne se rencontre pas, et que à la fin, il puisse y avoir quelque chose de plus dur, et peut-être éventuellement de plus violent. On entendra Philippe Martinez dans un instant. Mais si on rentre dans quelque chose de plus dur, c'est pas un pourrissement justement. Mais moi, ce que je voudrais quand même rappeler, c'est à quel point on nous a menti aussi dans le cadre de cette réforme. On a commencé par nous dire c'est une réforme de justice. C'est les mots qui étaient employés par Elisabeth Borne quand elle a annoncé sa réforme. On a dû quand même, en tant qu'opposition, moi je suis pas parlementaire, mais je fais partie on va dire de l'opposition, de l'alternative dans ce pays. On a dû faire de la désinfox ou démêler le vrai du faux, comme disent parfois les journalistes. C'est-à-dire que là, on avait un gouvernement qui ostensiblement mentait et on devait, nous, aller essayer de comprendre leurs propres réformes qu'ils expliquaient très mal pour montrer que c'était faux.
là, on est quoi? On est 2-3 semaines après. Plus personne au gouvernement n'essaye même de nous laisser penser ou de nous faire croire qu'il y a encore le mot justice quelque part autour de cette réforme. C'est-à-dire que même eux, leur propre élément de langage, ils ont dit non mais en fait c'est vrai, ça marche pas. On arrête, maintenant on va dire c'est une réforme d'effort. Justice, effort, c'est déjà pas tout à fait la même chose. Ils ont dit c'est pas aussi injuste que ça, c'est ce qu'ils ont dit. Oui, mais au début ils ont dit c'est une réforme de justice, je rappelle. Ils nous ont quand même fait passer comme le compromis du siècle le fait d'avoir des petites pensions à 1 200 € minimum, alors que c'était dans la loi Fillon votée en 2003, que ça devait s'appliquer en 2008, ça n'avait jamais été appliqué, et que leur propre administration disait attendez, on n'a pas compris comment on fait, on ne sait pas le faire. Leur première disposition, il y avait 48 personnes, Mediapart avait calculé, qui seraient éventuellement concernées, et après ils ont dit non mais on va le faire pour tout le monde. Oui, et ça c'est facile, qui était contesté, c'était sur une partie de l'échantillon, etc. L'administration dit non mais ça on ne sait pas le faire. On ne sait pas, une fois que les gens liquident leur droit à la retraite, on ne sait pas recalculer. Mais Marine Tondelier, est-ce que vous êtes quand même en capacité de dire ce soir qu'il y a quand même des avancées dans cette réforme? Au-delà du totem des 64 ans, il y a quand même peut-être sur les carrières longues, enfin, il y a quand même des choses qui ont été acquises pendant ce débat à l'automne avec les partenaires sociaux. Alors, moi, le premier problème que c'est que j'ai l'impression que cette réforme, personne n'y comprend rien. C'est-à-dire que je croise plein de gens qui disent peut-être que je suis concernée, je sais pas. En fait, individuellement, les gens ont même du mal à comprendre s'ils sont concernés ou pas, dans quelle mesure, parce que c'est compliqué et on fait quand même rien pour que les gens comprennent. C'est-à-dire que le gouvernement dit faut faire de la pédagogie, d'ailleurs qui continue, parce que plus ils en font, plus les Français sont contre et plus on est nombreux dans la rue. Mais il y a une vraie technicité et rien n'est fait pour que ce soit simple. Ce serait si compliqué que ça, mettre un calculateur de droit pour que les gens puissent voir objectivement si ça leur sert. Ça, c'était la réforme systémique de 2019 où en fait il devait y avoir une clarification. Ils ont fait le calculateur et tout le monde disait non mais en fait entre le nombre de personnes pour qui ça devait aller mieux que la réforme et le nombre de personnes qui ont calculé que c'était pas vrai, c'était assez éloquent. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et donc après, quand on nous dit pénibilité, excusez-moi, c'est quand même eux qui ont enlevé les 4 critères les plus courants de pénibilité et ils les ont retirés de la loi. Donc là, ils nous disent on va bien retravailler. Avec en plus quand même des parlementaires, j'entendais François Patria sur vos ondes tout à l'heure, qui du haut de leur chaise dans l'hémicycle ou pour certains du haut de leur tableau Excel McKinsey dans le ministère, nous expliquent à des gens qui travaillent concrètement les mains dans le cambouis toute la semaine, ce qui est pénible ou pas. Et donc, il y a, par exemple, François Patria, il avait dit les déménageurs, maintenant ils ont des exosquelettes. Il y en a un autre qui a dit les carreleurs, maintenant ils ont des genouillères. Non mais très sincèrement, et pour qui se prennent-ils? C'est vraiment ce qu'on appelle du mépris social, c'est-à-dire des cols blancs qui nous expliquent ce qui est Sauf que là, on est en train de vous dire, le gouvernement est en train de vous dire que la pénibilité sera mieux prise en compte. Et c'est eux Nora disait, il y a peut-être aussi des avancées. Mais c'est toujours pareil, en fait. Mais en fait, ce que dit Nora, ça reflète un même schéma narratif à chaque fois, en fait. À toutes les réformes des retraites, il y a toujours eu l'objectif qui était affiché en année d'âge légal et en année de retrait, en nombre de trimestres à valider, je vais y arriver, ça prouve que c'est compliqué. Et le deuxième pan, c'est toujours, oui, mais on a fait des avancées là-dessus, oui, mais on a pris en compte ceci, oui, mais il y aura des exceptions pour un tel. Les avancées, on les voit jamais vraiment. C'est toujours la même chose finalement, et c'est l'équilibre qu'on a du mal à mesurer. Antonin et ensuite Philippe Martinez. Vous ne pouvez pas dire d'un côté, une réforme des retraites, quand on va effectivement sauver le régime par répartition, on repousse l'âge, on demande des efforts aux gens. Bon. Mais vous ne pouvez pas non plus reprocher à une réforme des retraites, parce que par définition c'est complexe, parce que la société est diverse, parce qu'on ne fait pas tous le même métier, de dire que c'est trop complexe et il y a des cas particuliers. Le gouvernement essaye de prendre en compte un certain nombre de cas particuliers. Les femmes enceintes, les trimestres de grossesse pour les femmes, essayer de prendre en compte la pénibilité, la question des apprentis. Et vous dites, c'est trop compliqué, personne n'y comprend rien. Oui, une réforme des retraites, c'est complexe. Et si on veut essayer de l'ajuster au mieux, il y a des mesures comptables. On reporte l'âge, on allonge le nombre d'annuités. Et on essaie de faire aussi un peu du cas par cas. Je ne comprends pas tellement votre reproche au côté, c'est trop complexe. C'est trop complexe, oui, c'est complexe. Quand le gouvernement dit il y a les femmes enceintes, tout ça, on va mieux prendre en compte la maternité, quand vous regardez sur la totalité de la réforme, c'est faux. Objectivement, les femmes... Faux. Si, c'est faux. Non, mais tout le monde va travailler un peu plus, Marine Tondelier. Mais simplement, on prend en compte les trimestres, on prend en compte quand même les trimestres. Mais cette réforme va peser en premier lieu sur les femmes et celles qui ont eu des enfants. Donc, ne faisons pas comme ça. Deuxièmement, vous venez de dire quand même, il y a le choix entre travailler plus longtemps et avoir des plus petites pensions. On peut aussi aller chercher de l'argent ailleurs. Et à chaque fois, quand on veut défendre cette réforme, on dit vous avez le choix entre travailler plus longtemps ou gagner moins. Jamais on ne parle de la troisième variable d'ajustement. On parlera des plus riches dans un instant, on parlera des milliardaires. Philippe Martinez, je veux bien. Pardon? Si c'est pour écouter Philippe Martinez. Bien sûr, on parlera des plus riches, on parlera des vampires milliardaires, comme vous les avez appelés. On verra ça dans un instant. On parlera aussi de la ZAD que vous appeliez de vos voeux à l'Assemblée. C'est comme ça qu'on vous a aussi découverte, Marine Tondelier. On verra ça dans une seconde. Mais d'abord, effectivement, Philippe Martinez. Faut-il durcir le ton? C'est possible, dit Philippe Martinez, qui dit attention,
ça pourrait aussi se durcir dans la rue, devenir plus violent. Regardez. Des salariés nous disent, mais les manifs, on est plusieurs centaines de milliers, des millions, et il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une question. Vous craignez que ça dérape ces prochains jours? Je vous dis ce que j'entends. Donc, nous, on est là pour alerter. Oui, ça se passe bien. Oui, il y a du monde. Mais ça pourrait ne pas durer. Et les gens peuvent nous dire, bon, ok, mettez-vous de côté, on va s'occuper du reste. Oui. Je dis, attention. Est-ce que vous avez en tête la même crainte que Philippe Martinez ce soir? Bah évidemment, parce que pour l'instant, il faut s'en féliciter. Ces manifestations se passent extrêmement bien. Je pense au-delà de toute attente. Et moi, j'ai fait les 3 à Paris, je serai samedi à Lille. C'est même des manifestations où on se dit qu'on va pouvoir revenir en famille manifester, ce qu'en France, il faut le dire, depuis des années, on ne pouvait plus faire. Plein de gens qui avaient l'habitude de venir manifester en famille ne prenaient plus leurs enfants parce qu'il y avait une politique du maintien de l'ordre qui était devenue dangereuse, et pour les manifestants et pour la police. Manifestement, ça ne marchait plus. Et donc là, on est dans des manifestations qui sont extrêmement bon enfant, où les gens, on voit plein de gens qui n'ont pas du tout l'habitude de manifester. Franchement, ça fait du bien. Il y a de l'enthousiasme, il y a de l'espoir, il y a de la joie. Et vous craignez que ça ne dure pas? Le problème, c'est que si le gouvernement dit, bon, comme tout se passe bien dans la rue, on va continuer avec les œillères, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui voudrait dire, Marine Tondelier, que s'il y a une crispation, c'est de la faute du gouvernement. S'il y a une radicalisation, si on voit ce qu'on avait pu voir avec les Gilets jaunes après 2, 3, 4 samedis, véritablement des mouvements de violence, ou ce qu'on a pu voir sur des manifs du 1er mai avec les Black Blocs, vous diriez que c'est de la faute du gouvernement parce qu'il n'ouvre pas le débat? Mais le problème ne va pas être les Black Blocs qui ont toujours existé dans toute forme de manif. C'est les manifestants, tous les autres en fait, les manifestants lambda. Et pour l'instant, les manifestations se passent bien parce que je salue les syndicats qui organisent en fait vraiment très bien ces manifestations. Vous saluez aussi les forces de l'ordre? Moi, je salue tout le monde. Parce que tout à l'heure, on me disait ça se passe bien, c'est grâce à la police. On ne peut pas dire quand ça se passe mal, c'est à cause des manifestants. Et quand ça se passe bien, c'est grâce à la police. Je trouve tout le monde. Le maintien de l'ordre a changé de doctrine. Non, mais je vous le dis, voilà, je trouve tout le monde beaucoup plus détendu dans ces manifestations. Je passais tout à l'heure à côté de pelotons de CRS qui attendaient, ils rigolaient, etc. Alors qu'avant, on se faisait fouiller au corps. Si tu avais un drapeau élevé, fallait expliquer pourquoi. Enfin, franchement, il y a un moment, c'était devenu de la défiance même de manifester. Et donc, oui, ça, je le salue des deux côtés. C'est plus détendu, mais en fait, cette réforme va pas nous détendre très longtemps. Et surtout, si le gouvernement dit ça se passe très bien, ils ont l'air sympathiques, on continue comme si de rien n'était, évidemment qu'à un moment, le ton monte. Mais alors, est-ce que ça veut dire que, d'une certaine manière, je ne sais pas comment résumer les choses, mais sans violence, la réforme passera? Alors déjà, la violence, elle est partout dans cette réforme. Il y a une violence sociale dans ce pays. Il ne faut pas Vous voyez bien ce que je veux dire. Voir. Sans violence dans la rue, cette réforme passera. Mais en fait, vous mélangez deux choses. Intensification, durcissement, ça peut être autre chose que de la violence. Moi, je suis écologiste, je suis profondément non violente, je l'ai toujours été, ça fait partie de mon ADN militant. Mais je peux dire les choses de manière plus ou moins agréable, plus ou moins fort. Il y a différents types d'actions qui sont possibles. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas se laisser faire. C'est-à-dire ? Il y a plein de manières de faire. Mais vous voyez, pour l'instant, les manifestations se passent bien, sont bon enfant, dans un bon état d'esprit. Mais je vous disais tout à l'heure, qui va arbitrer. Mais en réalité, dans un pays où ça se passe mal entre un gouvernement et le peuple, on ne peut jamais changer le peuple. Ça n'existe pas. Le peuple, il est là. Et on peut estimer qu'il n'a pas bien compris, je ne sais pas quoi, c'est lui qui décide à la fin. Non, mais quand vous dites qu'on ne va pas se laisser faire, qu'est-ce que ça veut dire, on ne va pas se laisser faire? Qu'est-ce que vous appelez de vos vœux? Est-ce que vous dites on peut continuer comme ça les manifestations pendant des semaines à 1-2 manifestations par semaine? Ou est-ce que vous dites à un moment donné, il va falloir passer à l'étage supérieur, par exemple, des blocages beaucoup plus forts, une grève générale? Est-ce que vous dites ça? Et je ne vois pas comment ça se termine autrement quand un gouvernement est totalement sourd à ce que lui dit son peuple. Et je vais vous dire, sur ces trucs-là, c'est plutôt Philippe Martinez qui décide que moi. Et évidemment, un mouvement social, c'est les syndicats qui l'organisent. Nous, on est en soutien, en appui. Ce que je veux juste vous dire, c'est que aujourd'hui, on a un débat à l'Assemblée nationale, on en a vu quelques images, ça ne se passe pas forcément bien, c'était prévisible. On va avoir d'autres images, je vous rassure. Tout est fait pour que ce débat soit le plus court possible, ne porte pas sur les vrais sujets, que le Rassemblement national ait la place la plus importante possible. La République En Marche, 1282 amendements Europe Écologie Les Verts. 1282 amendements Europe Écologie Les Verts. Nos députés travaillent, figurez-vous. Oui, alors notamment, il y en a un, par exemple. Vous savez quoi? C'est ce qui est attendu. Par exemple, il y a un amendement, c'est reporter la réforme d'un siècle.
Bah oui, très bien. Voilà. Et puis il y a d'autres amendements de LFI. Sur la privatisation de Gaz de France, il y en avait eu 138 000. Voilà. Donc on est largement en dessous de ce qu'on est capable de faire quand vraiment on peut faire de l'obstruction. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que le gouvernement nous dit d'ores et déjà que de toute façon, sa réforme, elle n'a même pas besoin de l'Assemblée nationale. Parce que si c'est trop long, ce ne sera pas ordonnance et que sinon, il y a le 49.3. Et bien la bonne nouvelle, c'est que dans la rue, le 49.3, il n'y en a pas. Et depuis le début, on sait que c'est la rue qui arbitrera à la fin. Ce qui peut donner un second souffle. Ce qui peut donner un second souffle à la mobilisation dans la rue, c'est l'engagement plus important des jeunes. Les jeunes sont surreprésentés parmi vos électeurs. Est-ce que là, vous avez une action mobilisatrice spécifique à leur égard pour les amener davantage dans ces mouvements-là? Parce qu'on sait que quand les jeunes s'en mêlent, en général, le gouvernement voit les choses d'une autre manière. Celui-là, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a l'air historiquement de le rapprocher à la réalité sociale. Mais il y a deux choses sur les jeunes. La première, c'est que la retraite, ça leur paraît très loin. C'est pas le sujet le plus mobilisateur en réalité. Et que dans ces générations qui seront très concernées par la crise climatique, moi je vais vous dire, j'ai 36 ans, je ne sais même pas si, quand j'arrive à l'âge de la retraite, il y a encore un système de retraite. Parce que, excusez-moi, dans un monde à plus 4 degrés, ce qui va s'effondrer en dernier, ce ne sera pas le système de retraite. Et donc, je ne sais pas aujourd'hui, comme je ne sais pas garantir aux enfants qui naissent cette année l'habitabilité de la planète dans 30 ans, je ne sais encore moins leur garantir un système de retraite viable dans 30 ans. Ce que l'on peut dire aussi, j'ai organisé un Twitch entre Philippe Martinez justement et des jeunes climats. Le dialogue, il est intéressant quand même. Et justement, il voyait une convergence des luttes et nous passons notre temps à manifester devant des bannières climat, retraite, même combat. Donc, ok, on combat aujourd'hui nos droits sociaux dans la rue tout en essayant de sauver le climat parce que sans climat, point de retraite. Et puis, après, il y a quand même un petit sujet technique qui s'appelle les vacances scolaires. Et c'est sûr que ce n'est pas le moment le plus idéal pour mobiliser la jeunesse. Mais c'est pour ça que, pour moi, le tournant de ce mouvement social, ce sera la reprise scolaire à la fin des vacances. Et c'est là vraiment où on verra si ce mouvement retrouve un second souffle après un moment forcément particulier des vacances. On a l'impression que tout le monde donne rendez-vous d'une certaine manière début mars. Là, il y a des discussions. Mais on va être là jusqu'au début mars, vous inquiétez pas. Oui, mais que ça pourrait se durcir à partir de... Peut-être que vous non, mais non, ne vous inquiétez pas, on ne bouge pas. À partir de début mars, et notamment ce qu'on entendait du côté des syndicats tout à l'heure, ça pourrait effectivement devenir plus dur à ce moment-là, quelque chose de plus dur, de reconductible, etc. Antonin mettait sur la table les amendements, un certain nombre d'amendements déposés, un peu plus de 1000 déposés par les écolos, plus de 16 000 déposés par la NUPES, plus de 17 000 même. Ce sera la ZAD à l'Assemblée, ça c'est vous qui l'avez dit. Ben, je crois qu'on y est. Vous les réprimez, nous les soutenons. Étudiants, bloquez toutes les universités du pays. Lycéens. Merci beaucoup. Ceux qui gardent notre sécurité, qui meurent sous la balle des terroristes, qui meurent sous le couteau de ceux qui attaquent les femmes et les enfants. Vous les réinsultez ici en disant qu'ils tuent. C'est une honte. Et ce mépris social qui est le vôtre, monsieur le député, malheureusement. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Qui dans cet hémicycle fait la courte échelle à l'extrême droite? C'est vous. Qui dans cet hémicycle vote le plus avec le Rassemblement national? C'est vous. Nous voulons débattre et nous sommes ici pour débattre. Mesdames et messieurs les députés, nous y sommes et quand bien même vous ne le voudriez pas, nous y sommes. Nous sommes là après plusieurs années de débat, des mois de concertation nourrie, des engagements présidentiels clairs. Mes chers collègues, on n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Marine Tondelier, c'est exactement ce que vous vouliez. Je trouve que c'était mieux organisé à Notre-Dame-des-Landes. Oui, mais de fait, c'est exactement ce que vous vouliez. Non, mais quand je parlais Pardon de pour l'expression, mais foutre le bordel à l'Assemblée... Alors ça, c'est pas moi qui ai dit, c'est M. Darmanin, qu'on a vu là, qui est quand même ministre de l'Intérieur, dont le rôle est normalement d'assurer la cohésion des institutions de ce pays. Il préfère jouer au troll. Quand je parlais de ZAD, une ZAD, c'est une zone à défendre. Et oui, je revendique que tout comme le bocage de Notre-Dame-des-Landes était une zone à défendre face au projet d'aéroport qui ne s'est pas fait après 40 ans de résilience écologiste, et on est content d'avoir des terres agricoles là-bas, et ben, nos droits sociaux sont aujourd'hui une zone à défendre. Et c'est ce qu'on voit quand même depuis 3 semaines, puisqu'on a un gouvernement qui est déterminé à faire reculer nos droits sociaux. Donc je maintiens ce terme. On voit bien le côté folklorique. C'est une convergence des luttes. On voit bien le côté folklorique. Non, mais quand j'ai dit ZAD, j'ai pas dit que je voulais mettre des tentes Quechua à l'Assemblée nationale. On a bien compris. On voit bien le côté folklorique. Mais c'est ce qu'attendent nos électeurs. Quand vous déposez des centaines et des centaines d'amendements, comme par exemple pour repousser de 100 ans la réforme, etc., ça fait pas avancer les débats d'un quart de centimètre. Mais tout comme quand vous dites des centaines d'amendements, comme par exemple, et vous prenez l'amendement troll qui est déposé au milieu pour débattre. Vous voulez qu'on lise les 17 000 amendements déposés par la gauche? Si vous voulez, ce sera un débat intéressant. Mais pour le coup...
vraiment, je vous rappelle que pour la privatisation des Gaz de France, il y en avait eu 138 000 d'amendements. Mais Marine Tondelier, il n'y avait pas eu des restrictions des débats comme il y a. Est-ce que vous entendez que même les électeurs de la NUPES, à partir du mois de juillet, ont fait savoir que cette stratégie de bronca permanente, on fait du bruit, on tape sur... est-ce que vous entendez que ça donne de l'eau au moulin du Rassemblement national qui, lui, est vraiment dans une posture de normalisation? Regardez comme nous sommes en capacité, nous déposons des amendements, nous votons. Est-ce qu'il n'y a pas une forme, pardon, je vais être assez cash dans mon âme, est-ce qu'il n'y a pas une dimension presque infantilisante dans la manière dont vous exercez vos mandats? Moi, je vous réponds en deux parties. La première, vous a pas échappé que j'étais pas parlementaire. Et c'est vrai que de ce que je voyais de chez moi, à la télé, sur votre chaîne d'ailleurs, que je regarde beaucoup, je me disais que ça faisait effectivement monter semaine après semaine l'antiparlementarisme parce qu'on ne parlait de l'Assemblée nationale que pour montrer les dérapages des uns et des autres. Alors, un jour, c'était un salut nazi, l'autre jour, c'était un propos raciste, et les exemples que je vous donne là, c'était pas des députés NUPES. Mais on n'entendait parler de l'Assemblée que par l'anecdote, en réalité. Là, on est dans un moment où il y a quand même un débat de fond qui doit se tenir. C'est ce que, normalement, on devrait avoir. Et c'est sûr que si on parle à la fin que du retour d'Adrien Quatennens, c'est raté. Mais moi, la première chose, c'est là-dessus. La deuxième chose, c'est que on ne peut pas comparer NUPES et Rassemblement national là-dessus en donnant le point au Rassemblement national. Ils sont où, le Rassemblement national? Et ils servent à quoi en ce moment? Excusez-moi, mais je ne les vois pas dans la rue. À l'Assemblée nationale, à part d'avoir servilement déposé leur petite motion. Ils ne sont pas bienvenus dans les cortèges. Hein, non, mais ils peuvent organiser des trucs aussi. Ils sont où? Ils servent à quoi dans la séquence? Je ne les entends pas. Et pourtant, ma députée est Front National. Non, mais la question de Nora, c'était pas seulement en fait, sur le fait de faire monter le Rassemblement national. J'ai entendu ce qu'elle faisait là en ce moment. C'était aussi sans doute une forme de lassitude de vos propres électeurs qui peut-être se sentaient pas dignement représentés. Mais je ne suis pas d'accord là-dessus parce que autant la prise de fonction, moi j'ai beaucoup discuté en disant il y avait des trucs, je disais mais attention parce que ça fait de l'antiparlementarisme et ça sert Le Pen à la fin. Mais franchement, sur ce sujet des retraites, nos électeurs attendent de nous qu'on combatte pied à pied cette réforme parce que de toute manière, à partir du moment où le gouvernement a tronqué le débat parlementaire, a choisi le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour que ça dure le moins longtemps possible, annonce que peut-être ce sera son 11e 49.3. Ce débat parlementaire, il était foutu d'avance. On le sait. Si vraiment il y avait un respect du travail parlementaire, c'est pas comme ça que les choses auraient été faites. Marine Tondelier, en tant que chef de file d'Europe Écologie Les Verts, où on sait qu'effectivement il y a des difficultés parfois à tenir des logiques de parti, il y a eu des débats en commission où vous avez, pardon, je vais prendre des guillemets, parfois quelques trolls en interne qui peuvent parfois aller convoquer la figure de Kylian Mbappé, quitte à avoir en fait des rires clairement. Voilà, non, mais c'est pour oui, je sais que vous l'avez en tête, il y a peut-être un certain nombre de téléspectateurs qui ne l'ont pas. C'est surtout pour nos téléspectateurs. Est-ce que pour le coup, il n'y a pas quelque chose de l'ordre de... peut-être, vous évoquiez les trolls que vous pouviez avoir dans la figure de M. Darmanin. Est-ce que vous aussi, en termes de logique interne, il n'y a pas aussi une discipline à mettre en œuvre eu égard aux enjeux qui sont en train de se poser pour les Français? Est-ce que véritablement, c'est à la hauteur des débats? Non, mais c'est clair que c'est pas pour la retraite de Kylian Mbappé que je m'inquiète le plus. Sauf que vous avez une de vos députées qui va prendre cet exemple. Quand elle dit ça, elle le dit avec une forme de second degré. Quand elle dit ça, elle le dit aussi pour interpeller, pour intéresser à cette réforme des retraites des personnes qui suivent pas les débats parlementaires normalement. C'est une stratégie de sa part que je respecte. En fait, quand on est dans un groupe parlementaire comme le groupe des écologistes, vous voyez bien qu'ils sont 23 et ils sont très différents les uns des autres. Vous avez Marie-Chaude Garin qui est spécialisée sur les sujets justement de l'impact de cette réforme sur les femmes. Vous avez Cyrielle Châtelain qui est sur les régimes spéciaux. Ils se sont répartis le travail, chacun est à son poste, chacun avec son style et à la fin, c'est une équipe écologiste qui combat à l'Assemblée. C'est beau et moi, je leur souhaite beaucoup de courage parce que les quelques semaines qu'ils vont vivre là à l'Assemblée puis au Sénat, on oublie un peu les sénateurs qui sont dans les starting blocks aussi, voilà, c'est un moment particulier de la vie parlementaire parce que tout est fait pour que ce soit pas un grand moment de débat parlementaire, mais que nous sommes à notre poste et que quand on regarde notamment les taux de présence, Monsieur Olive, il a dû partir en courant parce qu'à une voix près, ces trucs passaient pas. Nous sommes présents. Nous avons été élus pour défendre les droits sociaux. Je l'avais dit, moi, pendant la campagne législative à Hélène Beaumont, en disant, vous savez, on peut critiquer François Ruffin, etc. Il y en a, ils aiment pas. Moi, je trouve que quand on vote pour lui, on sait qu'il sera là. On sait qu'il sera là toute la nuit s'il le faut, qu'il défendra pied à pied ce que ses électeurs lui ont demandé de défendre pendant que le Rassemblement national, leur rang en commission était vide. On ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas où ils sont. En tout cas, ils ne sont pas dans la rue, pas en hémicycle, pas en commission. Excusez-moi. D'un mot et ensuite, enfin les vampires. Pour rebondir vous avez l'air de beaucoup y tenir. Pour rebondir sur ce que disait Nora, moi je vous ai connu, Marine Tondelier, il y a
longtemps à Hénin-Beaumont. Non, mais à Hénin-Beaumont, sur une terre du Pas-de-Calais où le maire socialiste a été condamné, où le Rassemblement national est arrivé et s'est implanté et a pris les électeurs de la gauche. Et vous vous êtes battus, vous, pour essayer de combattre l'implantation et l'enracinement du Rassemblement national sur ces terres-là. Et de fait, la gauche a échoué sur une grande partie de ces territoires. Le spectacle que vous montrez à l'Assemblée nationale, vous, mais aussi LFI, vous répondez sur les écologistes, mais en réalité, vous êtes quand même assimilés tous aussi à cette espèce de... Je ne suis pas habilitée à parler pour la France insoumise. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que vous, comme femme de gauche, vous ne regrettez pas finalement que cette opposition de gauche qui est la NUPES ne parvienne pas à sortir parfois de l'outrance, de la provocation, de la petite phrase? Est-ce que vous pensez que les électeurs d'Hénin-Beaumont, pour le coup, c'est comme ça que vous allez les reconquérir? Pour le coup, ce qui s'est passé à Hénin-Beaumont n'a rien à voir ni avec la NUPES, ni avec l'Assemblée nationale. La gauche a abandonné ces gens-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a un maire qui a eu 18 chefs d'inculpation, qu'on était la ville la plus déficitaire de France, et que les municipales sont tombées l'année où, vous savez quoi, François Hollande faisait des réformes pour le moins antisociales, et que quand on faisait du porte-à-porte, on tombait sur des veuves de mineurs qui, pour la première fois de leur vie, payaient des impôts sur le revenu après la réforme de Marisol Touraine. Je précise que là, on vous voit en 2012, ce sont les archives de 2012 avec Eva Joly, c'est à Hénin-Beaumont. Mais est-ce qu'aujourd'hui... Mais non, mais ce qui s'est passé à Hénin-Beaumont, c'est justement que la gauche a arrêté d'être de gauche. Parce que le maire était en prison et qu'au gouvernement, alors qu'on avait voté pour ce président avec beaucoup d'espoir, moi je peux vous dire que 2012, pour ma génération, c'était notre 81 à nous, et qu'on avait voté pour des trucs, mon ennemi c'est la finance, tout ça, l'écologie, et que c'est pas du tout ça qui s'est passé. Et donc, ces terrains ont basculé au Rassemblement national, justement quand la gauche a arrêté de se battre sur ses valeurs. C'est ça qui est attendu de nous, c'est qu'on défende les personnes qui ont besoin qu'on les défende et pour lesquelles on est censé se battre. C'est ce qu'on n'a pas fait pendant le mandat de 2012 à 2017. Ils sont défendus par vous aujourd'hui, vous pensez? Ah bah oui, plus que par François Hollande quand il était au gouvernement, ça je vous comprends. Marine Tondelier, vous êtes peut-être la dernière venue, la dernière apparue dans le paysage politique français. Certains vous découvrent peut-être ce soir, d'ailleurs, en direct sur BFM TV. Mais d'autres vous ont découvert il y a quelques jours avec cette déclaration sur les milliardaires. Puisqu'on nous demande qu'est-ce qu'on propose, on va vous proposer quelque chose. Nous revendiquons que nous ne voulons plus, en France, de milliardaires. Nous voulons une France sans milliardaires. Un milliardaire, sérieusement, à quoi ça sert un milliardaire? Ce ne sont pas des talents, ce sont des vampires, ce ne sont pas des génies, ce sont des égoïstes. Ce sont des vampires. Je salue l'arrivée sur ce plateau de Pauline Simonet et de Bruno Jeudi. Vous avez un problème avec les milliardaires et c'est Bruno qui vous en parle. Oui, alors donc vous les comparez à, en gros, pour vous, ce sont des Dracula, on vous entend. Alors cette politique... contre les ultra-riches, c'est ce que vous revendiquez. Ultra riches. Oui, d'ailleurs, vous disiez, dans le haut du panier, quand même. Vous disiez que vous aviez adhéré à François Hollande, sa taxe sur la finance, sur les très riches. On l'attend encore, d'ailleurs. Sur les très riches, est-ce que vous savez combien d'ultra-riches ont quitté le pays entre 2012 et 2016? Combien ça a finalement coûté au pays? Alors non, mais je sens que vous allez me le dire. Ah oui, et j'espère qu'ils sont revenus depuis grâce à Emmanuel Macron. Bruno, il y a 600 ultra-riches qui ont quitté le pays. Et vous savez combien ça... On a évalué combien on a perdu de recettes fiscales? Allez-y, je sens que vous avez aussi cette réponse. 5% de recettes fiscales et des centaines de milliers d'emplois. C'est aussi ça, des ultra-riches dans un pays. Donc aujourd'hui, finalement, votre politique, elle revendique de revenir un peu à ce qu'avait fait François Hollande. D'ailleurs, cette taxe a été abandonnée. Est-ce que vous croyez que ce serait plus efficace aujourd'hui si elle était appliquée qu'elle ne l'a été entre 2012 et 2016? Alors, la première chose, c'est que quand je dis vampire, oui, je revendique quand on accumule autant d'argent, c'est soit en exploitant les ressources naturelles, soit en exploitant des hommes, des femmes et parfois même des enfants, soit tout ça en même temps. C'est pas possible. Non, aucun mérite, aucun talent, aucun effort ne fait que Bernard Arnault, sa fortune est multipliée par 3 depuis le Covid. Il n'a pas fait 3 fois plus d'efforts, 3 fois plus de mérite et 3 fois plus de talent. D'ailleurs, 80% des milliardaires dans ce pays sont des héritiers. La deuxième chose, c'est que, évidemment, que les mesures pour combattre les ultra-riches et pour, en fait, à la fin, améliorer le partage des richesses doivent être prises, non pas au niveau juste français, mais au niveau, au moins européen, voire mondial. Évidemment. Moi, je ne trouve pas normal que dans ce pays aujourd'hui, il soit possible en 3 clics de créer une société offshore, mais qu'il faille 20 clics pour envoyer une lettre timbre rouge qui n'existe plus à sa grand-mère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais Bernard Arnault, que vous fustigez. Mon nouveau meilleur ami. Votre nouveau meilleur ami. Bernard Arnault, c'est 15 000 emplois créés par exemple, en France. Bon, est-ce qu'il faut se priver? Non, mais Bernard Arnault, c'est intéressant cet exemple. C'est très intéressant comme exemple. Sa fortune a été multipliée par 3 depuis le début de la crise Covid, depuis mars 2020. Je ne dis pas le contraire. Non, mais ça veut dire que quand vous faites le calcul, à chaque milliard supplémentaire, il a créé 100 emplois en France.
je trouve que c'est un taux de rendement qui est extrêmement faible par rapport à plein d'autres secteurs. Et il y a des gens, vous leur donnerez la moitié moins. Alors, je vais vous donner un autre chiffre. Gens, ils en Marine Tondelier, beaucoup plus. Un autre chiffre. LVMH en 2021, 5,4 milliards d'euros de recettes fiscales engrangées pour la France. Ça, pareil, ça compte pas. Mais ça ne sert à rien. En fait, il faut déconnecter la rentabilité de l'entreprise et la fortune de celui qui la possède par ailleurs. Un peu vite parce que c'est aussi de la capitalisation justement. D'accord. Là, vous mélangez tout. Là, vous aussi. Mais par ailleurs, je note à chaque fois qu'il y a une... En fait, c'est assez intéressant depuis le début de cette histoire. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on discute du partage des richesses en réalité. Et il y a des gens, dont vous faites partie, qui se sont mis à vouloir à tout prix défendre les milliardaires. Non, je regarde le dossier. Non, mais c'est intéressant. Je regarde le dossier. Ce que je vois, c'est que les milliardaires, il y a aussi du positif à ce qu'il y ait des milliardaires. Mais débattons-en. Mais vous voyez, quand on a décidé... mieux s'inquiéter de tous les pauvres qu'il y a que c'est ça, mais quand on a décidé d'enlever 5 € d'APL à toutes les personnes qui bénéficient des aides au logement dans ce pays, ça a paru logique à plein de gens. Moi, ça me paraît logique qu'on débatte aussi des ultra-riches. Et je trouve que nous n'avons pas qu'à combattre en défensif nos droits sociaux, qu'en fait, il y a d'autres questions qui peuvent être posées dans ces sociétés. Et autant d'argent, à un moment, ça me paraît totalement indécent. Attendez, Pauline d'abord et ensuite Julie. Mais alors, en parlant il y a le fond du débat et il y a la forme. Mais en utilisant des phrases, justement, là, on les voit encore inscrites à l'écran, les vampires, en disant que tous les milliardaires doivent disparaître, c'est la forme aussi qui est importante. Vous aviez critiqué pourtant certains ou certaines de vos collègues qui utilisaient des phrases chocs qui ne faisaient pas forcément... Contre des collègues écologistes. Voilà, par exemple. Ce que je ne fais pas, vous avez remarqué. Oui, mais justement, est-ce que finalement, en revenant à cette politique qui utilise des phrases chocs réductrices, qui vont pas forcément dans la nuance, est-ce que là, vous ne revenez pas à baisser le débat politique? Est-ce que finalement, est-ce que c'est comme ça que vous donnez raison à vos électeurs? Alors, premièrement, on a au moins le mérite d'ouvrir ce débat. On parle des milliardaires depuis maintenant 15 jours. Le débat est posé, il est ouvert et j'ai entendu plein d'émissions très intéressantes sur le sujet. La deuxième chose, c'est que il ne faut pas non plus faire semblant de ne pas comprendre. Quand je dis que je ne veux plus de milliardaires, je ne dis pas qu'il faut leur couper la tête, comme a prétendu Bruno Le Maire. On l'a déjà fait ça une fois, ça n'a pas trop marché. Non, mais il a dit qu'il voulait leur couper la tête. Il y a 2 siècles, je vous l'accorde. Mais quand Stanislas Guérini, sur ce plateau même, il y a pile une semaine, dit qu'il veut supprimer des fonctionnaires. Il n'a pas parlé d'embaucher des tueurs à gages pour les attendre à la sortie des administrations publiques. Non. Et là, c'est pareil. Mon problème, c'est mes milliards. Franchement, mais... Alors, attendez, Bruno. J'ai une question très concrète. Sur ce même plateau, a dit qu'il voulait supprimer des fonctionnaires. Tout le monde a bien compris qu'il ne voulait pas les tuer. Mais alors là, j'ai une question très concrète, Marine Tondelier. On voit très bien comment on fait pour supprimer des postes de fonctionnaires. Ça, c'est déjà fait, etc. Comment vous y prenez, vous, pour faire disparaître les milliardaires? Par la fiscalité. Et un meilleur partage des richesses. Mais je pense, vous savez... Comme François Hollande, entre 2012 et 2016, ça a été une catastrophe. Vous me parlez d'économistes. C'est intéressant de dire aussi les économistes qui travaillent sur le partage des richesses, notamment des écologistes, des cathos de gauche, assez intéressants, qui produisent des tableaux sur le bonheur. C'est-à-dire qu'ils vous expliquent et qui vous démontrent que dans une société où les richesses sont mieux réparties, tout le monde est plus heureux, y compris celles et ceux qui ont un peu moins. Parce qu'évidemment, quand on a autant d'argent, Bernard Arnault, 179 milliards d'euros, c'est comme si vous gagniez le 11 novembre 1918, le jour de l'armistice. Vous gagnez le gros lot au loto, 2 millions d'euros. Et vous regagnez le gros lot au loto tous les jours depuis l'armistice, c'est-à-dire 37 000 fois de suite, vous avez vraiment beaucoup de chance. Et bien aujourd'hui, en ayant gagné 37 000 fois le gros lot du loto, vous n'avez toujours pas la moitié de la fortune de Bernard Arnault. Je suis sûre qu'il ne sait même pas qu'en faire, alors que plein de gens sauraient. Et donc, à un moment, la question qui se pose, c'est autant d'argent pour quoi faire, de quel droit? Et donc, oui, une fiscalité redistributive, il faut quand même savoir que Bernard Arnault... il en fait quelque chose. Bernard Arnault paye autant d'argent que quelqu'un... Alors, paye autant d'impôts que quelqu'un qui gagnerait 150 000 euros par an. Un instant. Julie. Autant. Marine Tondelier, tout le monde sur ce plateau vous apporte l'objection sur le fondement de l'économie. Et on voit bien que ça... Non, not in my name. Not in my name du tout. Le ruissellement, c'est pas pour moi. Voilà. Bon, moi j'ai envie de vous parler d'un sujet qui vous tient à cœur. Non, déviez pas, on reste sur les milliardaires. Non, mais on va parler d'écologie. C'est pas mon style de dévier, Maxime. Ok, il est 23h26. Restez avec nous, ça promet pour la suite. On va parler milliardaires et écologie, c'est parfait. Parfait. Au début du XXe siècle, l'outarde sauvage, qui était le nom commun du faucon, avait quasiment disparu des Émirats arabes unis et du désert d'Arabie saoudite. C'est une espèce qui a été réintroduite grâce à un homme qui s'appelle le Cher Al Maktoum, qui était le prince régnant, qui a consacré... Et donc là, vous ne déviez pas. Qui a consacré sa fortune et donc immense à réintroduire cette espèce. Il a créé une clinique qui soigne tous les ans
11 000 oiseaux, ça va de la cassure de l'aile à la cassure de la patte, il soigne 11 000 oiseaux tous les ans, et il a mis la fauconnerie et l'acquisition de ces faucons à la portée des Émiratis moyens, qui ne sont pas tous des milliardaires, et donc il a démocratisé cette pratique. Le cher Al Maktoum est-il un vampire, donc selon il a le vous, droit de garder son argent, c'est ça que vous dites. Est-ce que vous le qualifiez de vampire ou est-ce que vous le qualifiez de défenseur de la biodiversité? Non, mais quand on a beaucoup d'argent, c'est très facile d'être comme ça, généreux et de soutenir de grandes causes. C'est comme la fille Kennedy dont la maison a brûlé dans les incendies en Californie, qui tout d'un coup s'est dit, mais en fait c'est vrai tout ce qu'il dit sur le climat, et qui maintenant finance les mouvements de désobéissance civile climatique à travers le monde. C'est sûr que c'est mieux que quand ils se construisent des super bunkers pour purifier l'air quand on ne pourra plus respirer dans le monde à cause de leur on lui dit un peu merci quand même. Ben oui, mais en fait c'est trop facile de se dire... Parce que son argent, il vient d'où? C'est ça aussi qui est intéressant souvent. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on accumule autant d'argent, en général, c'est soit en exploitant les ressources naturelles, soit en exploitant des hommes, des femmes et des enfants. Et donc, à un moment, si c'est pour réparer, il faut quand même se Nora, poser la question. je vous donne la parole dans une seconde, mais simplement, j'ai une question. Est-ce que, quand on est Bernard Arnault, un autre patron, etc., est-ce que employer des gens, c'est forcément exploiter des gens? Bah, dans certains pays où ils travaillent, oui, je vous confirme. Non, mais là. C'est pas moi qui le dis. Hein. Allez, Bernard Arnault, LVMH. Là, quoi, là, Bernard Arnault, LVMH, les ateliers d'LVMH. Mais vous savez que son activité se résume pas à ça. Bien évidemment. Et que ce qu'il produit en France, quand c'est produit en France, c'est quand même un petit peu rare. C'est sûrement conçu en France, mais pas produit en France. Et que les matières premières viennent de quelque chose, surtout dans le luxe. Excusez-moi, s'il y a bien une industrie dont on peut discuter, c'est le luxe. Enfin, Marine Tondelier, vous pouvez pas vouloir faire partir des investisseurs, voire des milliardaires, qui aujourd'hui maintiennent de l'emploi en France. Mais je veux pas qu'ils partent, je veux qu'ils payent des impôts. Oui, mais ils vont partir. Ils vont partir si... C'est pour ça que je vous dis qu'il faut aborder ce sujet. C'est ce que Stiglitz se propose et beaucoup d'économistes. a déjà été appliqué en France et on en connaît. Mais parce que c'est un sujet mondial, comme le climat. Et donc, soit on continue à se dire on est juste en France, on réfléchit juste en France, soit on se dit qu'il y a un problème mondial qui conditionne ne serait-ce que l'habitabilité de la planète dans 30 ans. Donc, excusez-moi, je veux bien passer pour une pénible. Présidente du monde, alors. Ouais. Je vois pas d'autre solution. Bah oui, un petit sujet de gouvernance mondiale. Oui, Nora, not in my name, a dit. Ah bah non, mais not in my name, évidemment. Enfin, à un moment, on voit à quel point c'est que la question de ces inégalités, enfin, c'est ce qui nous a conduit à plusieurs révolutions, c'est ce qui nous a conduit aussi à voir dans les années 30, en fait, monter des régimes proto-fascistes, qui a... Enfin, pardon, mais cette question-là, on va pas faire comme si on la découvrait. On en parle très régulièrement. Là, il y a quelques semaines, on était ici en train de se dire que la question de l'inflation, moi j'étais encore cet après-midi avec des mamans qui me disaient, là en fait, on peut plus acheter de lait, enfin, la question des inégalités, elle est réelle, c'est celle-là. Et d'avoir des écarts aujourd'hui entre le capital d'un Bernard Arnault. Alors, on peut prendre Bernard Arnault, pardon, j'ai rien contre lui. Il fait la bourse de commerce, il y a des très beaux musées, enfin, ça c'est génial. Non, ok, donc pardon, c'est François Pinault. Vous voyez, je les confonds en plus. C'est génial. Je les confonds, c'est l'autre. C'est la fondation LVMH dans le Bois-de-Boulogne. Je les confonds. Très bien. Je les confonds, mais tout est très beau, mais c'est génial. Mais sauf que la question du partage des richesses est fondamentale. Mais là où ça va se compliquer, Marine Tondelier, c'est que, en fait, vous, demain, présidente, comment vous faites ? Parce que effectivement, ça, au même titre que que réguler les GAFA, que régler la question du climat, on a vu ce que ça a donné la COP27, qui est quand même la plus grande mascarade de l'histoire. Pardon. Comment vous allez pouvoir faire pour faire en sorte de, c'est ce que vous voulez, abattre le capitalisme ? Bah, c'est un sujet dont on fera une émission spéciale. Non, mais évidemment que c'est pas simple, sinon ça se saurait. Mais est-ce qu'on peut au moins poser ce sujet, c'est fait, et en débattre un peu sereinement et se dire qu'en fait, les milliardaires, non, vous dites qu'ils ont une utilité sociale, je le conteste, je vous dis même qu'ils ont une désutilité sociale. Parce que quand on a autant d'argent, on le dépense à des choses qui sont en réalité... L'expérience a déjà été menée entre 2012 et 2016 et on a vu mais je prends le sujet d'un autre endroit. Ça rapportait moins... Oui, mais vous me redites ce que vous m'avez déjà dit, donc j'essaie de vous expliquer autre chose. Je vous dis qu'ils ont une désutilité sociale et que le supériode de Bernard Arnault, qui à mon avis n'est pas essentiel à sa vie ni à la nôtre, émet en un mois autant de CO2 qu'un Français moyen en émettrait en 625 ans. Ouais. Au moment où on est dans la crise climatique. Et donc évidemment... que tant qu'on ne pose pas la question de qui gagne combien, comment c'est réparti et ce qu'on fait avec, on continuera à aller dans le mur. Je ne vous dis pas que c'est simple. Je vous dis qu'on a besoin de poser ce débat de société, pas juste en France, mais dans le monde, et c'est donc, ce que nous faisons. Taxe à 75%, par exemple ? Mais voyez, quand Oxfam pose ce chiffre, le Oxfam, c'est pas juste Oxfam France qui pose ce chiffre. C'est Oxfam dans tous les pays du monde, c'est à Davos. Il y a même des millionnaires et des milliardaires qui sont allés manifester à Davos en demandant à être taxés plus, en disant écoutez, c'est aberrant, c'est indécent. Taxe à 75%.
Mais on peut débattre du chiffre. Moi, je ne suis pas dogmatique sur un chiffre, j'en rêve pas la nuit. Je vous dis juste que c'est un sujet qu'il faut poser, qu'il faut débattre, parce que si on ne le fait pas, nous arrivons dans les semaines, dans les mois, dans les années où il sera bientôt trop tard pour se poser cette question. On a parlé des hommes, d'une certaine manière, de leur entreprise aussi, et des milliardaires avec Bernard Arnault, mais j'ai un autre cas à vous soumettre. Ça date d'aujourd'hui, BNP Paribas. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ce matin, 10 milliards de bénéfices annoncés. Cet après-midi, 921 postes supprimés dans une des filiales de BNP Paribas. Qu'est-ce qu'on fait pour ces boîtes-là ? On switch d'un sujet à un autre, mais vous voyez bien que... vous m'avez expliqué depuis tout à l'heure qu'il y avait vraiment un grand lien entre être très riche, avoir de l'argent et créer de l'emploi. C'est la preuve que c'est faux. Voilà, c'est ce que je vous dise. Mais là, on n'est pas sur quelqu'un... Mais c'est à Bruno Jeudi qu'il faut poser la question, parce que... Là, on n'est pas sur des milliardaires, etc. On est sur des boîtes. Des boîtes comme BNP Paribas. Ceux qui s'occupent de la BNP Paribas, elles ne sont pas non plus dans le top 5 des plus pauvres de France. Non, bien évidemment, mais vous comprenez ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous faites d'une boîte aujourd'hui qui, le matin, annonce 10 milliards de bénéfices et le soir, 921 suppressions de postes ? Ça montre qu'en fait, quand on décide de mettre de l'argent dans les entreprises sans aucune conditionnalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 20 milliards qui ont été mis par an en plus dans l'aide aux entreprises. Évidemment qu'il faut aider les entreprises, mais il faut les aider selon les besoins et selon des critères précis. Premièrement, des critères sociaux, d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, pas de licenciement boursier, ce qui manifestement là est le cas, et pas évidemment de la conditionnalité environnementale. Pour moi, aucun euro d'argent public ne devrait être mis dans des entreprises sans respecter ces critères-là. Et aujourd'hui, on donne sans distinction de l'argent d'entreprise. D'ailleurs, 20 milliards d'euros en plus par an pour les entreprises, c'est à peu près ce qu'on cherche comme argent pour financer les retraites. Alors, voilà. Je vais parler sous le contrôle de Pauline Simonet, mais pour ceux qui ont connu la crise des subprimes, il y a quelques années désormais, il y a une quinzaine d'années, 2008, les États-Unis en fait sont venus au secours de certaines de leurs entreprises, mais contrairement en fait au choix qui avait été fait en France, ont décidé de rentrer au board de ces entreprises, sont rentrés carrément en fait autour de la table. Voilà. Et donc ça a conduit effectivement à une forme de pression. C'est pas de nationalisation. Non, on n'est pas dans une forme de nationalisation. C'est-à-dire qu'au même titre que ce que vous pouvez avoir avec des entreprises dont le gouvernement est au capital, là, vous aviez des banques, effectivement, qui avaient été recapitalisées. On est quand même aux États-Unis, c'est pas une économie administrée, disons-le clairement. Mais eux, ils l'ont fait. Nous, ça n'a jamais été ce choix. Il y a quelques institutions qui l'ont fait. Évidemment, ça n'a pas été généralisé. Mais bien sûr, vrai qu'il y a quelques institutions. Mais du coup, ces aides publiques, il y avait une contrepartie. Et effectivement, ça a permis... Alors, je ne dis pas que tout ceci a été pérenne, évidemment, mais comme quoi, il y a une économie qui est bien loin d'être administrée, qui s'est permis de le faire. Donc là-dessus, pourquoi pas Est-ce qu'il faudrait rentrer... Mais c'est de l'argent public. Quand on donne de l'argent public à des gens, alors quand c'est pour du RSA, il y a tout un tas de conditions. Il faut remplir 25 000 pages et tout est scruté comme si les gens allaient voler cet argent pour faire je ne sais quoi avec. Quand c'est pour les entreprises, excusez-moi de constater qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans les entreprises pendant le Covid et il fallait le faire. Évidemment qu'il fallait le faire. Mais il y a eu des profiteurs de crise. Non, mais ça a sauvé les emplois. Et je vous dis qu'il fallait le faire. Je vous dis juste qu'il y a eu des profiteurs de crise et des entreprises qui ont multiplié par 3, Bernard Arnault multiplié par 3 sa fortune pendant le Covid et a bénéficié de combien d'aides ? Il faut qu'on avance. Avec vous, Antonin, vous allez avoir la parole, ça tombe bien. On parlait tout à l'heure, est-ce qu'il va falloir durcir le ton dans la rue ? Est-ce que certains ne sont pas en train aussi de durcir le ton dans les mots qu'ils emploient ? C'est notamment le cas de Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui était dans le cortège aujourd'hui à Paris. Alors, on a retrouvé un peu le Jean-Luc Mélenchon du bruit et de la fureur, qui en gros explique que le camp de la raison, c'est le sien, et que le camp de la brutalité, c'est celui d'Emmanuel Macron, qu'il compare même à Vladimir Poutine. Je vous propose de t'écouter. Sauf s'il est devenu vraiment totalement autoritaire. Dans une démocratie, à un moment donné, il faut bien que quelqu'un soit raisonnable. Qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de commencer son nouveau quinquennat par un coup de force en montrant que c'est lui le patron. Il veut montrer à la Commission européenne, à ses amis de Davos, etc., qu'il est capable de mater le peuple français. Il y a quelque chose de provoquant dans son attitude. Après, que voulez-vous que je vous dise ? Une démocratie, c'est à la fois la démocratie parlementaire, la démocratie sociale. On n'est pas chez Poutine ici. Donc le président ne fait pas ce qu'il veut. Il y a un peu un procès en illégitimité qu'il avait fait au lendemain de la présidentielle, où il parlait de monarchie républicaine. Est-ce que vous pensez qu'il faut, quand on est un homme politique de gauche aujourd'hui, mettre en cause la légitimité du chef de l'État, voire même considérer d'une certaine façon qu'il faut renverser le monarque républicain, que c'est la bonne direction ? Moi, la rhétorique de Jean-Luc Mélenchon n'est pas et n'a jamais été la mienne. Il ne vous échangera pas que je suis dans un autre parti. Mais pour le coup, je me demande vraiment où est Emmanuel Macron en ce moment. On ne le voit pas, on ne sait pas où il est. Il laisse son gouvernement en même temps, aller quand au il est front. trop là, vous critiquez.
Là, ce serait le moment. Ce serait quand même le moment de nous expliquer en quoi sa réforme était juste, on n'a pas bien compris. En quoi il faut faire la pénibilité. Il l'a fait quand même un peu. Excusez-moi, depuis, il a tellement pas réussi à expliquer qu'ils ont arrêté de parler de justice, tellement ça marchait pas. Il nous a pas expliqué pourquoi il fallait remettre de la pénibilité alors qu'il avait enlevé les critères il y a quelques années. L'illégitimité, la remise en cause des institutions, la remise en cause du vote. Je vous ai répondu très très clairement pour le coup. Ça n'est pas mon vocabulaire, ça n'est pas ma rhétorique. Donc, quand on entend aujourd'hui, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Mathilde Panot, etc. Que je le redise une troisième fois. Non, parler d'un glissement de quelque chose d'autoritaire qui est en train de se mettre en place, d'autoritarisme, a dit tout à l'heure Mathilde Panot. Là non plus, vous dites non, moi je ne vais pas là-dessus. Mais ça, je vous ai répondu tout à l'heure. Évidemment que quand on gouverne contre le peuple, quand on fait semblant de ne pas voir les millions de manifestants, quand on choisit les méthodes de débat parlementaire qui permettent de débattre le moins, oui, c'est quand même inquiétant pour la démocratie. Et oui, la démocratie est donc une zone à défendre. On en a parlé tout à l'heure aussi. Mais je me demande surtout, où est Emmanuel Macron? Il fait quoi en ce moment? Pourquoi il n'aide pas ses ministres? Pourquoi il ne nous explique pas mieux les trucs qu'on n'a pas compris? Ou alors peut-être qu'on a mieux fait de ne pas les comprendre, sinon on sera encore plus dans la rue. Je ne sais pas ce qu'il fait. Moi, dans ces cas-là, je pose la question à Bruno Jeudi. Il est où Emmanuel Macron, Bruno Jeudi? Qu'aurait fait François Hollande? Mais Macron, il est en deuxième. Emmanuel Macron a décidé de laisser sa première ministre sur le devant de la scène. Il met la femme devant, lui souhaite bon courage, il fait des choses importantes. Et puis quand ça ne marchera pas, il sera fusible. C'est très courageux. Je ne sais pas s'il faut très courageux de sa part. De genre. En tous les cas, clairement, il est sa première ministre. Franchement, la Constitution, c'est la Constitution appliquée à la lettre. Oui, il y a des moments où on l'a senti beaucoup plus présent. Oui, c'est vrai, mais il a évoqué la... C'est un peu lâche. Vous dites qu'il est lâche. C'est sa réforme. Je ne sais pas si vous pouvez dire ça, parce que s'il venait de la défendre, vous diriez il parle trop et le président veut tout faire. Je remarque que plus c'est dur, moins il est là. Donc excusez-moi de trouver... qui laisse un peu sa première ministre en première ligne. Au moment des Gilets jaunes, il était quand même extrêmement exposé. Mais là, je vous parle de maintenant, depuis le début de la semaine. Il tente peut-être une nouvelle méthode. Et d'ailleurs, c'est vrai que plus il était là, moins ça marchait aussi. Il tente peut-être une autre méthode. En 2019, il a beaucoup défendu sa réforme, qui finalement, il a lui-même décidé d'y renoncer. Cette fois-ci, il laisse Mme Borne la défendre, ancienne ministre du Travail. En tout cas, je constate qu'au sein même de leur majorité, il y a quand même de plus en plus de doutes. Et que même les macronistes doutent de la réforme macroniste. Je voulais revenir juste sur une chose que vous avez dit tout à l'heure en parlant de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas mon vocabulaire. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un glissement de langage un peu de votre côté? On a parlé de la ZAD, on a parlé des vampires, des milliardaires qui doivent disparaître, entre guillemets. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, finalement, à la NUPES au sens large, que c'est de cette façon-là qu'il faut s'adresser à vos électeurs qui sont parfois plus jeunes, qui sont venus plus dernièrement en politique? Est-ce que finalement vous avez l'impression que c'est aussi cette forme de langage qu'il faut adopter pour marquer les esprits et pour faire passer des messages? Je pense qu'il y a une question de tempérament aussi. Moi j'ai remarqué la première interview que j'ai faite sur France Inter le lendemain de nos élections, ils m'ont dit est-ce que vous allez aller manifester? J'ai dit évidemment mes baskets sont prêtes et c'était révolutionnaire ce que j'avais dit le mot basket. J'ai peut-être une manière de parler parce que je suis une femme, parce que je suis plus jeune, qui est un peu différente d'autres et j'ai mon style et pour le coup je réfléchis pas 3 quarts d'heure avant chaque phrase. Je suis pour le coup assez franche et naturelle. Mais donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne réfléchis pas un quart d'heure avant d'utiliser chaque mot. Et pardon, mais tout à l'heure, quand on vous parlait d'Emmanuel Macron, vous avez dit qu'il était lâche. Et vous avez aussi dit... Je n'avais pas réfléchi avant non plus. C'est ce que cette séquence m'a inspiré. Mais si vous réfléchissez, vous... je peux le redire. Si vous maintenez. Vous disiez lâche et vous disiez qu'il y avait un côté sexiste. Le fait de laisser en avant Elisabeth Borne? Évidemment, je trouve qu'elle a le mérite de faire le travail. C'est quelqu'un qui, pour le coup, s'est jamais démonté et elle fait son truc comme elle peut. Et je trouve qu'il la laisse bien elle est là pour ça. Il a nommé une femme première ministre, ce que la gauche n'a pas fait depuis très longtemps. Vous savez, il avait dit c'est notre projet. Pendant des années, on a dit il n'a pas nommé une première ministre femme. Là, il nomme une première ministre et maintenant vous dites... Si c'était pour la laisser toute seule, on le remercie. Et elle fait preuve de beaucoup de courage. Mais vous voyez quand même la malice absolument partout, quoi. C'est-à-dire que les milliardaires sont des vampires. Je vous ai expliqué pourquoi. Oui, vous nous avez expliqué. 100 milliardaires, les aides de nos entreprises qui malgré tout, créent aussi des emplois. Quand ils détruisent l'environnement, vous avez dit, pour une grande partie d'entre eux, il y a eu des élus pendant le Covid. Et quand un président de la République nomme Premier ministre une femme et qu'il lui donne des responsabilités, vous dites c'est et qu'il disparaît au moment où c'est le plus dur, alors qu'il est omniprésent tout le reste du temps, oui, ça me pose un problème. En fait, c'est le procès permanent avec vous. Non, pas du tout. C'est le retour des Khmer verts. Je pose des questions que beaucoup d'autres personnes se posent, figurez-vous. Deux choses, pardon. D'abord, une pensée pour Nora Hamadi. Ça va mieux, Nora? Ouais, j'ai une bronchite. On a eu un peu de Covid. Je suis désolée, mais... Si vous entendez tousser, c'est Nora Hamadi, ne vous inquiétez pas. C'est le moment où on s'est rendu compte qu'Emmanuel Macron avait disparu. Deuxième chose, Jean-Luc Mélenchon, très important, jeudi soir, regardez, 20h50 sur BFM TV, Jean-Luc Mélenchon face à BFM. J'aurai le plaisir de présenter cette émission avec mes petits camarades qui seront là pour interroger Jean-Luc Mélenchon, Laure Closier, Manu de Chypre, Philippe Corbet, Natacha Polony et Léopold Haudebert notamment. Donc Jean-Luc Mélenchon face à BFM, jeudi 20h50. Je ne doute pas, Marine Tondelier, que vous serez face à votre télé. On parlait à l'instant de ces milliards.
il y en a un autre qui compte aussi, c'est Bruno Le Maire, qui s'est amusé, j'imagine que vous avez vu ça sur France Inter, à calculer ce que coûteraient les amendements de la NUPES, notamment, des amendements de la NUPES, en expliquant que c'était plus d'impôts, plus de taxes, 110 milliards de taxes en plus, et il a notamment fait les calculs à partir des amendements venus des Verts, venus d'Europe Écologie Les Verts, avec amendement de Sandrine Rousseau, suppression des allègements de charges patronales, donc pour les entreprises, 40 milliards qu'il faudrait réclamer donc aux entreprises, suppression d'allègements de cotisations jusqu'à 2 SMIC et demi, 25 milliards. Tout ça, vous assumez de venir dire aux entreprises aujourd'hui, écoutez, il va falloir rendre l'argent. Vous savez, quand on fait 1000 amendements, il n'y a personne qui pense que les 1000 amendements vont être adoptés quand même. C'est-à-dire qu'on essaye des choses, on tente des compromis, on fait des propositions et il n'y a pas de scénario où l'intégralité de nos 1000 amendements Alors même adoptés. si on en prend un... On peut chiffrer notre programme des présidentielles et des législatives s'il veut. Il ne peut pas chiffrer l'intégralité des amendements. Par ailleurs, moi j'aimerais bien qu'il nous chiffre, qu'il soit plutôt occupé à chiffrer sa réforme, parce qu'on n'a toujours rien compris. Leur idée des 1 200 € minimum de pension par mois, personne ne l'a chiffré. Ils ne savent même pas comment ils vont faire. Et donc, au lieu de chiffrer les amendements de Sandrine Rousseau, excusez-moi, mais il ferait mieux de chiffrer sa propre réforme. Et d'ailleurs, l'adresse l'a fait, montrer que le recul de l'âge de départ en retraite de 2 ans créerait 5 milliards de dépenses sociales par an en plus, et que si c'était 3 ans, ce qui était prévu au départ, c'était 7,5 milliards, c'est des chiffres de l'adresse, de la direction des recherches, études et évaluations et statistiques, c'est-à-dire un service interne du ministère qui nous montrait que cette réforme, pourquoi elle allait coûter en dépenses sociales? Parce qu'elle allait créer du chômage, de l'invalidité, de l'incapacité. C'est ça ce qui prépare dans cette réforme. Et ce que vous dit Bruno Le Maire, c'est que si on applique vos amendements, comme d'aller réclamer effectivement plus de cotisations patronales aux entreprises, ça flingue l'emploi. Donc je vous réponds qu'il n'est pas question que nos 1000 amendements entrent en Non, vigueur, mais on va en prendre un seul. Par contre, suppression des allègements de charges patronales, 40 milliards. Rien que ces 40 milliards-là, suppression des allègements de charges patronales, Sandrine Rousseau a déposé l'amendement, 40 milliards. Vous poserez la question à Sandrine Rousseau, on sera ravis d'entendre sa réponse, mais en tout cas, leur si propre réforme crée du chômage, de l'invalidité, de l'incapacité, et que c'est les chiffres de leur propre ministère. Et pour l'instant, on n'a toujours pas eu de chiffrage précis de leur réforme parce qu'ils ne savent pas la chiffrer. Mais Marine Tondelier, pardon, il y a un autre chiffrage qui est la démographie va faire qu'à un moment, on va avoir quasiment un actif pour un retraité. Vous, présidente, comment vous faites pour faire en sorte de maintenir ce système ? Mais vous savez que quand on regarde, en fait, le sujet là aujourd'hui, c'est pas la natalité des gens de maintenant. Enfin, le nombre d'enfants qu'on fait, c'est le baby boom qui arrive. Il va jusqu'en 1974, donc on va avoir le temps. 2050-2070. Mais c'est vrai que, y compris le Conseil d'orientation des retraites était beaucoup moins alarmiste sur la situation financière du système de retraite qu'il y a quelques années. Alors on lui a fait tout dire et rien dire à ce Conseil d'orientation des retraites, mais il se trouve qu'il est venu lui-même l'expliquer en séance. Donc voilà, cette réforme, elle est idéologique. On a montré qu'il fallait trouver 18 milliards par an et que... Oui, en tout cas, il faut trouver 18 milliards par an. C'est vraiment la réforme la plus simple qui puisse exister. Non, mais il faut trouver 18 milliards. Il faut trouver 18 milliards par an à partir de 2027, et c'est exactement le nombre de milliards par an qu'on donne en plus aux entreprises sans aucune conditionnalité de rien. Donc, si vous voulez, c'est toujours pareil, c'est que de l'argent, on en donne. Oui, mais la démographie, vous n'avez pas répondu à la question. Ça conduit à faire disparaître le système par répartition. Oui, mais la réforme en elle-même ne répond pas davantage à la question de Nora. Parce que la réforme traite le problème pour les 5 années à venir. Elle est provisoire. On comprend bien qu'au bout de 5 ans, il y aura vraisemblablement à nouveau un rehaussement ou un resserrement des conditions pour répondre au problème de la démographie. Donc c'est peut-être ça aussi. Est-ce que vous n'auriez pas préféré finalement une réforme complètement systémique où au moins on y voit clair pour fonder un pacte social pour les 30 prochaines années, pour vraiment l'ensemble d'une génération? Au moins, ça aurait eu du sens. Mais je vais vous redire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que pour notre génération, il est quasiment psychologiquement impossible de se projeter dans 30 ans. Je ne sais pas si vous savez, vous serez dans 30 ans. Moi, je ne sais pas, dans un monde à plus 4 degrés. Mais là, vous votez en touche, Marine Tondelier. Oui, c'est vrai pour votre génération. Mais en fait, c'est vrai. On ne retire pas le fait qu'effectivement, il y a la question du climat. Sauf que ça ne peut pas être votre réponse à la problématique qui est... Comment faire en sorte que ce système soit pérenne ? On a parlé, quand monsieur nous a parlé des 2 solutions, soit on travaille plus longtemps, soit on a des plus petites pensions, je vous ai dit qu'il y avait une 3e solution, d'aller chercher l'argent là où il était, et notamment de faire contribuer plus en termes d'impôts de production. Donc 18 milliards d'impôts supplémentaires, entre autres. Juste une petite question. Chez les milliardaires ou chez ceux mais on a supprimé l'ISF, là il n'y avait pas de problème, il y avait de l'argent.
On a mis 20 milliards d'euros en plus pour les entreprises, il n'y a pas de problème, mais il y avait de l'argent. On a fait la flat tax, c'est-à-dire que quand il y a 2/3 des dividendes français, quand on a des actions, sont possédés, reviennent à 0,1% des Français. Et avant, on était quand même taxé sur ces dividendes comme pour ces revenus, donc les plus petites tranches 10% et puis les plus grosses 44%. Là, on a dit non, c'est tout le monde à 30%. Donc les plus pauvres, de toute façon, ils n'ont pas d'action, c'est réglé. Payer plus d'impôts, les plus riches, moins. Tout ça, il n'y avait pas de problème, il y avait de l'argent, Quand c'est par contre, pour les plus précaires, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens dans ce pays qui travaillent déjà jusqu'à 64 ans et plus, donc on parle plutôt des gens qui ne sont pas cadres, là, il n'y a pas d'argent. Et bien, c'est un choix de société. Le problème, c'est que vous ne pourrez le faire qu'une fois. Parce que je ne pourrais faire qu'une fois. Ce coup-là de prendre l'argent qui manque chez les milliardaires. Ah non, mais pour donner de l'argent aux plus riches, on a pu le faire plusieurs fois. Puis pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de milliardaires hors de France, une fois que vous aurez pris l'argent et qu'il n'y aura plus de milliardaires hors de France, là, il faut que votre système soit équilibré. Mais je ne vous parle même pas des milliardaires. Parce que sinon, la prochaine fois, il n'y aura plus du tout d'argent à prendre. Je ne vous parle même pas des milliardaires. Je vous parle de l'ISF qu'on a supprimé. Pour qui, pourquoi? Et même les rapports ministériels, il y en a eu 2. Emmanuel Macron avait dit on le fait si on voit que ça sert à rien, on y réfléchira. Que vos 2 rapports ont montré qu'il n'y avait eu France. Aucun impact en termes de création d'emplois. Aucun. C'est les rapports du ministère qui l'ont démontré. Vous avez bien dit que vous vouliez plus de milliardaires en France. S'il n'y a plus de milliardaires en France, vous les taxez. J'ai dit que je voulais poser la question. Après, il n'y a plus personne à taxer. Oui, je voulais poser la question du partage des richesses. Et pas qu'au niveau français, vous l'avez compris. C'est une fois. Je l'ai expliqué 3 fois. Oui, mais c'est une fois, c'est pas deux. Il y a une autre question qui a été posée aussi, c'est celle du partage du travail. Et il y a même la question du droit à la paresse. Vous en pensez quoi du droit à la paresse ? Contrairement à ce qu'Emmanuel Macron a dit en 2017, c'est-à-dire que la France serait un pays de fainéants, moi je ne pense pas que les Françaises et les Français soient des fainéants. Je pense que le travail est important pour plein d'entre eux. Par contre, je viens d'un territoire, le bassin minier du Pas-de-Calais, où j'ai vu de très près ce que le travail, quand on plaçait cette valeur au-dessus de tout, c'est-à-dire au-dessus de la santé, silicose, amiante, au-dessus de l'environnement. Moi j'habite dans un territoire où il y avait Métal Europe, c'est là où est né le nom de patron voyou. Et ben, figurez-vous que 20 ans après, la semaine dernière, on a encore diagnostiqué 5 enfants atteints de saturnisme. 20 ans après la fermeture, parce que le pont est encore dans le sol. Donc oui, on est en droit aujourd'hui de se poser la question de la valeur travail. Mais ça, c'est autre chose. Ça c'est des conditions de travail. C'est moi qui habite là-bas et c'est pas du tout autre chose, parce que quand on allait faire des prélèvements de terre à l'époque pour voir ce qu'il y avait dans le sol, on se faisait poursuivre et menacer de mort par la CGT qui disait vous prenez nos emplois. C'est des conditions de travail qui sont horribles, là, ce que vous décrivez. Mais le travail en général. C'était il y a 20 ans. Le travail en général, c'est pas horrible. Non, laissez-moi terminer. Le travail en général, c'est pas du tout émancipant, c'est forcément de la souffrance. Lesquels. Non mais d'accord, mais vous faites des généralités en prenant un exemple sur... Si. Je vous dis qu'il y a beaucoup de Français qui sont pas contre le travail, ils se posent le travail de quel travail, pourquoi faire, payer combien et surtout combien de temps. C'est cette question qu'on est en train de se poser. Au travail, vous êtes d'accord avec ça? Ah mais oui, je vous ai dit mais qu'il ne fallait pas placer la valeur travail au-dessus de tout le reste. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Merci beaucoup, Marine Tondelier, d'avoir été en direct avec nous ce soir dans 22h Max pour débriefer cette 3e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Il y aura une 4e journée. Ce sera samedi et évidemment, BFM TV sera mobilisé